J'espère que vous allez très bien. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, connectez-vous, chers amis, chers parents. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. L'incontournable. L'incontournable. Voilà, c'est lui-même en personne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Abonnez-vous, partagez-le directement massivement. Partagez-le massivement, partagez-le massivement. Partagez-le directement dans les groupes. Chez vos amis, sur les pages. Partagez ce direct. Et n'oubliez surtout pas de donner des étoiles. Pour tous ceux qui aimeraient bel et bien donner des étoiles, n'hésitez surtout pas à les donner. L'incontournable. L'incontournable. Donnez des étoiles, donnez des étoiles, donnez des étoiles. En quitter ici. Donnez des étoiles en quitter ici. Excusez-moi, accordez-moi une minute, je viens. Voilà, donc je suis là. Donc j'espère que vous n'êtes pas fâchés. J'avais demandé 2 minutes d'absence. Je pense que je n'ai pas fait plus que 2 minutes. Alors, donc, partagez le direct, partagez-le, invitez vos amis, taguez-les de venir suivre le direct, on se laisser en même temps. Alors, sans trop tarder, on va rentrer dans le but du sujet. Ceux qui aimeraient bel et bien donner des étoiles, n'hésitez surtout pas à les donner. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, de Zoula Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe dans le Donetsk. Voilà, c'est-à-dire l'est de l'Ukraine. Ce qui se passe là-bas. Alors, avant de commencer, et pourquoi la Russie est en guerre contre l'OTAN? Parce qu'il faudrait qu'on le précise pour que les gens comprennent. Alors, avant de commencer, j'aimerais bel et bien donner un numéro. Donc, on notait 0033, je dis bien 0033, 7 80 49 53 79. Je répète, 0033, 7 80 49 53 79. Je donne ce numéro pourquoi? Pour toutes les personnes qui aimeraient bel et bien passer leur commande de ce que je vais rencontrer tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à enregistrer ce numéro pour m'envoyer des messages sur WhatsApp pour passer vos commandes. Commandes de quoi? C'est-à-dire, il y a des gens qui ont pris assez de kilos, qui sont maintenant très en forme, qui sont devenus gros. Et ils ont du mal à faire du sport. Souvent, ils préfèrent aller faire des chirurgies, de la chirurgie pour maigrir. Et la chirurgie, ça laisse des cicatrices sur le corps. Ce n'est pas bien. Et ce n'est pas sûr que le médecin en question réussisse sur l'opération. Il peut rater et puis ça peut provoquer une peau dégueulasse sur toi. Ça peut même pousser ton homme à t'abandonner. Ou bien ça peut pousser ta femme à te laisser tomber. Alors, pour éviter tout ça, tout ce désagrément, tout simplement, il faut me contacter. Je te donne le médicament mystérieux. Un médicament qui vient du monde
Voilà, naturel, un médicament bio, comme on le dit. Et tu prends ce médicament, mon frère ou ma soeur, tu le bois. Hein? C'est comme du café, tu le bois et tu maigris. En moins d'un mois, tu vas perdre tous les kilos qui te gênaient. Et tu vas te sentir libre. Tu vas sentir ton corps. Donc, n'hésitez surtout pas, hein, à me contacter. N'hésitez surtout pas à passer vos commandes. Donc, si tu veux maigrir, tu as un problème, tu es gros, tu veux maigrir ou tu es grosse, tu veux maigrir, n'hésite pas à me contacter. D'autres disent non, ça n'existe pas. Oui, ça existe. C'est-à-dire, quand tu n'as jamais vu la chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Et il y a d'autres, non, ça n'existe pas. Non, non, non. Tant que tu n'as pas encore vécu les faits, il ne faut pas être sûr de toi que ça n'existe pas. Ça existe. Dis-toi que toi, tu n'as pas encore vu ça. Mais ça existe. Et donc, pour voir la vérité, il faut passer ta commande. Et puis, tu vas avoir ta part. Mais, les femmes qui sont enceintes, c'est interdit pour les femmes enceintes. Si tu sais que tu es enceinte, il ne faut pas passer de commande pour ça. Tu sais que tu as accouché et tu donnes à téter à un enfant, il ne faut pas passer de commande. Moi, je dis la vérité, ce n'est pas à cause de l'argent. Je vais me taire sur certaines choses. Non. Si tu sais que tu es enceinte, madame, ou bien tu as accouché, tu donnes à téter à l'enfant, il ne faut pas passer de commande. Ce n'est pas bien. Voilà. Ça enlève grossesse. Quand tu bois, tu es enceinte et puis tu bois, là, ta grossesse risque de tomber. Quand tu donnes à téter à un nouveau-né, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, quand tu veux prendre le médicament, il faudrait que tu ne donnes pas à téter à un enfant. Il faudrait que tu ne sois pas enceinte. En ce moment-là, tu peux prendre, homme comme femme. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, en ce qui concerne cette histoire de coco, c'est-à-dire l'hémorroïde, tu as un problème de coco. À cause de coco, quand tu vas aux toilettes, tu cries, wow, wow, wow. Tu ne peux même plus aller dans les toilettes publiques parce qu'à cause de cette douleur, tous les gens, ou bien ceux qui sont à côté, ils vont entendre tes cris. On dirait que tu es en train d'accoucher. Mon frère ou ma soeur, tu as un tel problème, n'hésite pas. Contacte ton incontournable, bien compris. Voilà, il va te donner le médicament de coco, c'est-à-dire l'hémorroïde. Il va te donner le médicament de l'hémorroïde. Tu vas soigner ça. Même si c'est sorti, ça va faire rentrer. D'où ça vient. Il ne faut pas aller te faire opérer. Tu vas te faire opérer, c'est fini. Non. Si c'est sorti, ça va rentrer. C'est où c'était et puis c'est sorti là, le médicament va ramener ça là-bas. On appelle ça le canigba inter. Ah tiens, n'hésitez pas. Tu as un problème. Tu as un problème de mougouli. Quand on dit mougouli, c'est-à-dire tu n'es plus en forme. Hein, tes nerfs ne se redressent plus comme il faut. Et pour ça, madame, on te fatigue à la maison. Elle commence à bouder. Elle dit donc, tu n'arrives plus à la satisfaire. Écoute, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien, toi qui me regardes. N'hésite pas. Cette histoire de faiblesse sexuelle, là, on soigne ça. Tu as ça et puis tu as honte. Quelle honte. Il faut te faire soigner. Je ne parle pas d'atoté. Pour moi, là, ce n'est pas atoté. Pour moi, c'est un traitement. Un traitement pour mettre fin au règne du mal qui te ronge, qui fait que tu n'arrives plus à mougou. Parce que atoté, là, c'est pas bon. Atoté, quand tu ne consommes pas ça, tu ne peux pas, hein, tu ne peux pas faire l'affaire au lit. Donc, ça veut dire partout où tu pars en vacances, il faut avoir à atoté sur toi. Non. Pour moi, là, tu te traites. Et tu peux aller en vacances. Si le traitement est fini, tu peux aller en vacances. Ah tiens, on ne sait jamais. Où balle perdue peut quitter. Donc, quel que soit l'endroit où tu iras, n'importe quel ballon qui vient, tu peux amortir dans tous les sens. Et puis, tu marques et c'est propre. N'importe qui va t'apprécier. Il faudrait que ça soit clair. Donc, voilà, pour ceux qui veulent des numéros, j'ai donné le numéro au début de la vidéo. Donc, si vous finissez d'écouter, vous réécoutez, vous allez prendre le numéro pour l'enregistrer et me contacter sur WhatsApp. Alors, donc, rentrons dans le but du sujet. Ah, il n'y a pas volume, mais je pense que si tu passes la commande, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas avoir ta part. Je livre partout à travers le monde, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a le volume? Vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? Si oui, alors vous me faites signe. Parce qu'on va rentrer dans le but du sujet. Ah, ok. Donc, ici, il y a volume. Ok, merci, c'est très important. Ok, merci. Alors, donc, nous parlons de la guerre entre
la Russie et l'OTAN. Là, quand on parle de la Russie et de l'OTAN, d'autres justifient le fait que la Russie est une fédération. Donc, c'est l'ensemble de plusieurs pays qui se sont mis ensemble qui créent la Russie. Et donc, on ne peut pas comparer la Russie et la France, on ne peut pas comparer la Russie et l'Allemagne, on ne peut pas comparer la Russie et la Belgique, on ne peut pas comparer la Russie et la Pologne et tout. Et que si on veut comparer la Russie, on doit la comparer à l'OTAN. Voilà ce que d'autres utilisent comme argument pour dire non, l'OTAN c'est comme la Russie, de la manière la Russie est une fédération, donc l'OTAN aussi, voilà, on doit justifier ça comme ça. Et que l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. Écoutez-moi très bien. Pour ceux qui cherchent à savoir de quelle manière ou bien de quelle façon on rentre en guerre là, dites-moi. C'est-à-dire, quelqu'un y mène quelque chose chez ton voisin. Toi, tu dis que tu n'es pas en guerre contre lui. Mais c'est toi qui s'en vas chercher toutes sortes de trucs. C'est toi qui donnes des informations au voisin où il doit taper l'autre et puis ça va lui faire mal, ou bien où il doit le taper et puis bon, il va perdre sa vie. C'est toi qui lui donnes des couteaux, des machettes, des armes pour dire voilà, il faut le taper ici. Là, quand le fait de faire ça déjà, ça veut dire même que tu es aussi dans, dans l'histoire. Ouais. S'il y a mort d'homme, tu fais aussi partie parce que tu as participé. Ou bien le fait même de rester là et puis on tue quelqu'un là. Quand on vient et puis il y a mort d'homme, on dit tu es complice. Ou bien, donc, le fait d'être impliqué, ça ne peut pas faire de toi quelqu'un qui n'est pas complice. Tu es déjà complice. Alors, je vais dire quoi par là? Je vais dire par là que la Russie se bat contre l'OTAN. Pour un être humain qui a son cerveau en place, il sait bel et bien que, parce qu'on peut dénigrer la puissance de feu russe, on peut dire, bon, la Russie, ceci, cela, avec un petit pays, hein, comme l'Ukraine, et la Russie n'arrive pas à prendre le contrôle de ce pays. Et que si c'était les Américains, il y a longtemps, ils auraient déjà pris le contrôle de l'Ukraine. Ok, c'est bien beau d'entendre cela. Est-ce que vous comprenez? C'est bien beau de dire si c'était les Américains, il aurait déjà longtemps, et l'Ukraine serait déjà tombée. Mais la Russie n'arrive pas à prendre l'Ukraine. Ok, allons-y sur cette base. Dites-moi, un seul pays que l'Amérique a attaqué et il y a eu coalition de au moins 40 pays, je dis bien 40 pays réunis pour vider leur stock d'armes, pour armer ce pays, aider ce pays à travers des renseignements satellitaires, à travers des renseignements humains, à travers des conseillers sur le terrain et à travers des armes de guerre, en donnant aussi des mercenaires, comment on dit mercenaires, c'est-à-dire des forces spéciales qui vont quitter ces différents 40 pays pour aller dans ce pays que l'Amérique attaque. Ce pays qui est en guerre contre l'Amérique, ou bien ce pays où l'Amérique mène une opération spéciale. Donnez-moi le nom d'un seul pays et l'Amérique a réussi à vaincre toute cette coalition. Donnez-moi le nom d'un seul pays. Ils vont dire Vietnam. Vietnam, là, ce n'était pas l'union de 40 pays. Hein? Non, 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 non. Et puis, de la manière, les Européens et l'OTAN sont impliqués dans cette histoire de l'Ukraine. L'Union soviétique n'était pas impliquée dans cette histoire du truc du Vietnam. Est-ce que vous comprenez? L'Union soviétique n'était pas impliquée dans cette histoire du Vietnam. La première fois qu'un pays s'est impliqué dans une guerre que menaient les Américains et leurs alliés, c'était la guerre de la Corée. Et les Américains avaient perdu cette guerre. Tellement c'était chaud sur eux, ils ont levé le drapeau blanc pour dire qu'ils vont négocier les Chinois. Face à eux, c'était les Chinois. La première fois, la Chine a maté les États-Unis, c'était en Corée, la guerre de la Corée, où les Américains voulaient envahir la Corée du Nord pour placer leur base militaire. Et quand la Chine a vu cette menace, les Chinois ont dit pas question. On ne peut pas laisser les Américains envahir la Corée du Nord. Et la Chine a envoyé ses militaires.
et les militaires chinois, pour la première fois, ont affronté les militaires américains pour les repousser jusqu'à là où il y a la zone de démilitarisation. C'est eux qui ont repoussé les Américains avec les Anglais, parce que les Américains n'étaient pas seuls. Il y avait les Anglais, il y avait aussi les Français et les Australiens. C'était une coalition. Hein. Mais les Chinois seuls ont réussi à les repousser là-bas. C'était tellement chaud sur eux, ils ont soulevé le drapeau blanc pour dire on va négocier. C'est eux qui ont entamé les négociations. Ils n'ont qu'à dire Dieu merci que Joseph Staline était mort, parce que Staline ne voulait pas qu'il y ait une négociation. C'est quand il est mort que les Chinois ont accepté. Parce que la Russie, l'Union soviétique soutenait les Chinois pour dire au cas où les Américains vous bombardent avant que l'arme atomique, nous allons répondre. Et donc, du coup, la Chine avait la garantie de l'Union soviétique qui disait qu'elle ne va jamais permettre aux Américains et leurs alliés de bombarder la Chine avec l'arme atomique. Donc, les Américains, voyant la situation, ils étaient obligés de négocier. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était la seule guerre, ils ont perdu ça. La Libye qu'ils ont attaqué là, il n'y avait aucun pays qui aidait les Libyens. Même les Africains n'aidaient pas les Libyens. L'Irak, qu'ils ont attaqué, il n'y avait aucun pays qui aidait l'Irak. L'Afghanistan, qu'ils avaient attaqué, il n'y a pas de pays, il n'y a pas eu de pays qui a aidé l'Afghanistan. On peut encore dire le nom de quel pays. Donc, ces guerres qu'ils avaient gagnées, que l'Amérique gagnait, il n'y avait aucun pays, ou bien des pays qui se sont coalisés pour dire non, on va aider ces pays que les Américains attaquent pour faire échouer les attaques aux Américains. Donc, ils sont allés là-bas seuls, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et ils se sont retournés. Mais cette histoire de l'Ukraine, vous comprenez que quelqu'un qui a ses sens, qui a sa tête normalement, comprendra que l'Ukraine seule ne peut pas. Vous-même, vous voyez le monsieur là, matin, midi et soir, il crie, donnez-moi des armes. Donc, ou bien, vos yeux sont fermés. Il crie matin, midi et soir. Et sans les armes, sans l'aide occidentale, sans l'aide de l'OTAN, c'est fini. C'était déjà fini pour lui. Ou bien, c'est pas lui qui décide, qui défile à Washington, lui qui défile au truc dans les pays occidentaux. Il crie matin, midi et soir, donnez-nous des armes qui sont en Occident. Il donne des milliards. Donc, vous comprenez déjà que ce pays ne peut pas s'arrêter pour mener de guerre avec la Russie. Vous-même, vous le savez. Donc, je vois des journalistes ivoiriens qui disent, non, un petit pays comme l'Ukraine, la Russie n'arrive pas. Mais quand tu fais ça, c'est que tu es malhonnête. Tu es un grand malhonnête notoire. Parce que tu refuses de voir les choses. Vous savez, en Occident ici, eux-mêmes, ils reconnaissent que l'OTAN fait la guerre à la Russie. D'autres disent, mais si l'OTAN rentre en guerre, c'est que c'est fini pour la Russie. C'est fini pour la Russie. Ah bon? Si l'OTAN rentre en guerre, c'est fini pour la Russie. Mais l'OTAN, là, c'est une coalition, n'est-ce pas? Okay. La Russie aussi a ses alliés. Vous savez que depuis que ça a commencé, là, les alliés de la Russie n'ont même pas encore donné des armes à la Russie. C'est-à-dire, leurs différentes armes sont au frais. Ils n'ont même pas encore dit, bon, on va donner nos anciens armements à la Russie et garder nos nouvelles armes. Non, anciens ou nouveaux, ils ont ça au frais, c'est gardé là-bas. Eux-mêmes, ils ne sont pas encore rentrés dans la danse, hein. Ils sont là, ils regardent. Mais concernant les pays membres de l'OTAN, ils ont déjà donné une partie de leur armement. En tout cas, plusieurs pays membres de l'OTAN se sont déjà désarmés pour aider les Ukrainiens. Donc, s'il y a eu une guerre ouverte, de la manière l'OTAN crie, fait des bruits, et dit, bon, on parle des coups d'air, mais la Russie aussi, ses alliés vont rejoindre la Russie. Et donc, la Russie va gagner le côté ouest, c'est-à-dire les alliés russes vont battre les Occidentaux. Il faudrait que vous le sachiez. Vous devez le savoir. Est-ce que vous comprenez? Parce que sans l'OTAN, l'Ukraine, il y a longtemps, Zelensky n'allait plus être à Kiev. Peut-être il était déjà au Goulag en Russie, là-bas, en Sibérie. Ou bien peut-être il avait déjà fui pour aller en Israël, ou bien à Washington en train de manger un truc en pizza, ou bien un truc en burger là-bas. Il est là, il parle parce qu'il a eu une aide colossale. Il n'y a pas si longtemps où
la France a dit qu'elle va livrer des armes. Donc la France elle-même, elle se dépouille pour l'Ukraine. Mais s'ils ne sont pas impliqués, ils se dépouillent pourquoi? Les Américains, qui eux-mêmes, ils prennent leur propre stock d'armes pour donner aux Ukrainiens. Ils disent non, si l'OTAN était en guerre contre la Russie, c'était fini parce que l'OTAN a plus d'armes. Est-ce que vous comprenez? L'OTAN a plus d'armes et l'Amérique a beaucoup d'avions. Mais est-ce que vous voyez l'aviation russe être impliquée massivement dans cette histoire d'Ukraine? Renseignez-vous. Après l'Amérique, le pays qui a plus de trucs d'avion, c'est la Russie. Ah oui, oui, oui. Après l'Amérique, le pays qui a plus d'avions aussi dans ce monde, c'est la Russie. C'est-à-dire l'Amérique numéro 1, la Russie deuxième, et troisième vient la Chine. Maintenant, aujourd'hui, là, le pays qui a la plus grande flotte du monde, c'est la Chine. Ah oui, l'Amérique achète beaucoup de porte-avions. Mais quand on dit le pays qui a plus de navires au monde aujourd'hui, c'est la Chine. Donc la première flotte du monde, c'est la Chine. Les gens disent, oh, mais les bateaux américains sont les meilleurs parce qu'il y a des trucs de bonne technologie. Mais les Chinois, là, ils ne sont pas gaous. Ils ont aussi mis de la bonne technologie dans leurs navires. Donc voilà un peu. Est-ce que vous comprenez? Et si, ne vous bernez pas, hein, si l'OTAN rentre officiellement en guerre contre la Russie, la Chine ne va pas croiser les bras. Elle sera dans l'obligation de rentrer en guerre officiellement. La Corée du Nord se joindra. De la manière l'Ouest a des armes atomiques, c'est comme ça aussi l'Est a aussi des armes atomiques. Et je vous rappelle que la Russie est la première puissance nucléaire au monde. Même les armes atomiques de l'Amérique ne peuvent pas égaler celles de la Russie. Il faudrait que ça soit clair. La Russie a au moins 6200 quelque chose de têtes nucléaires. L'Amérique a 5000. La France a 3000. L'Angleterre a 2000. Je dis 3000. La France a 300. Est-ce que vous comprenez? 300 têtes nucléaires. L'Angleterre a 250. Donc ça veut dire, si on prend les armes atomiques américaines, plus anglaises, plus françaises, ça ne vaut même pas le nombre de têtes nucléaires dont possède la Russie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc ça ne vaut pas. Ça veut dire, si on additionne les armes atomiques de l'Angleterre, de la France et pour l'Amérique, si on les associe, la Russie les dépasse toujours en nombre. Sans ajouter les armes atomiques chinoises et nord-coréennes. Donc vous comprenez déjà, vous comprenez qu'ils ont la masse. Et c'est qu'ils ont. Parce que s'ils tentent de rentrer dans une guerre ouverte contre la Russie, mais si on dit arme nucléaire, ils disent non, la Russie va être détruite dans les heures suivantes. Mais eux, ils oublient, ils ne disent pas aussi que non, eux, ils aussi seront détruits. Ils disent non, la Russie sera détruite complètement. Mais donc la Russie va rester là. Vous savez, la Russie, ces silos de missiles balistiques, on appelle ça la main morte. La main morte, c'est quoi? C'est un système de lance-missiles qui est guidé seul. C'est-à-dire, lorsque les radars russes détectent un missile balistique ennemi, un missile nucléaire ennemi qui vient frapper la Russie, les généraux russes ils ne sont pas obligés de donner l'ordre aux missiles, aux silos de lancement, et puis eux-mêmes, ils décollent. C'est-à-dire, c'est un système qui est conçu comme ça. On appelle ça la même mort. Ça veut dire même si tous les Russes sont morts, les missiles russes peuvent décoller seuls pour aller frapper des pays. Et c'est un programme qui a été conçu ainsi. Parce qu'on ne sait jamais, on peut bombarder et puis tous les hauts gradés peuvent mourir. Mais il faudrait qu'il y ait une riposte. Donc le système a été conçu comme ça. On appelle ça de l'intelligence artificielle. Et les Américains, les Européens, ils savent. On appelle ça la main morte. Le système de la main morte. Donc tout le monde peut mourir, mais le missile seul, lui, il peut partir. On n'a pas besoin de lui donner de l'ordre pour qu'il parte. Dès lors qu'il constate, il détecte une frappe nucléaire au sein de la Russie, les missiles, eux seuls, ils décollent et puis ils s'en vont frapper l'endroit d'où viennent les missiles. Donc le pays qui a lancé les missiles, ils vont aller frapper là-bas.
Donc voici un peu. Et puis le système de missiles dont possède la Russie, ce n'est pas ce que l'Angleterre a. Ce n'est pas ce que la France a. Le système de missiles français, il n'y a pas de silos de lancement. Il n'y a que des sous-marins et des avions. C'est-à-dire, le jour où la flotte française est frappée et anéantie, il n'y aura plus d'avions pour décoller, pour transporter les armes nucléaires françaises. Est-ce que vous comprenez? Ok. La France n'a que seulement 3 sous-marins nucléaires, porteurs de missiles balistiques, missiles intercontinentaux. Si ces 3 sous-marins sont anéantis, c'est fini. La France n'a plus de sous-marins pour lancer des missiles intercontinentaux nucléaires. Est-ce que vous comprenez? Ainsi que son aviation. Donc, pour que l'aviation frappe, il faudrait que l'avion décolle de la France, traverser des pays. Est-ce que vous comprenez? Traverser des pays pour larguer la bombe. Ok. C'est ça, non? L'avion doit décoller de la France avec des armes nucléaires à bord. Si par malheur, cet avion est abattu dans un autre pays voisin, toutes les armes nucléaires vont se déclencher dans ce pays voisin. Et donc, c'est ce pays voisin qui encaisse les coups durs. Mais les armes nucléaires russes n'ont pas besoin d'être transportées par avion et tout. Il y a certaines qui sont transportées par avion. Il y a d'autres qui sont transportées par des véhicules. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On appelle ça les systèmes. Oui, transporter des trucs par des véhicules. Donc, vous voyez les gros camions avec des trucs, des gros suppositoires au-dessus. Ça, ce sont des missiles intercontinentaux. Il y a des missiles qu'ils ont mis dans la terre. On appelle ça des silos de lancement. Donc, des missiles qui sont dans la terre, qui sont là. Et c'est comme si, voilà, il y a goudron là, les voitures passent par là. Est-ce que vous comprenez? Tu ne sais même pas qu'il y a un missile dans le sous-sol. Le jour c'est chaud, le truc, le couvercle décale comme ça. Missile sort, on dit, ah, donc il y avait un missile ici. Voilà, c'est comme ça. Et il y a d'autres missiles qui sont dans des navires et d'autres dans des avions. Donc, il y a, on appelle ça, je ne peux pas dire triade. Pour la Russie, il y a tel côté silo, tel côté truc véhicule, les véhicules de lancement. Il y a navires de surface, il y a des sous-marins. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des avions. La France n'a pas un navire de surface qui transporte des missiles, trucs au nucléaire. Il n'y a que des sous-marins et les avions, c'est tout. C'est l'Amérique qui a le même système que la Russie. Donc vous comprenez? Et après l'Amérique, ceux qui ont beaucoup de sous-marins, il n'y a que la Russie. Il n'y a que la Russie. Après l'Amérique vient la Russie. Donc c'est un pays qui peut frapper partout en Europe et les alliés américains. L'Angleterre, il faut au moins 10 missiles au truc nucléaire et puis l'Angleterre n'existe plus. Parce que là-bas c'est l'eau. S'ils frappent quelques villes, ils vont encore vivre où? Si les villes sont nucléarisées, ils vont aller vivre sur la mer? Non, parce que leur pays n'est pas grand, il n'y a que des petits trucs. Donc voilà, ils se gonflent le torse, mais en réalité, si des missiles nucléaires tombent dans leur pays, c'est fini. Ils ne pourront plus avoir d'endroit où vivre. Ils vont aller courir pour aller vivre aux États-Unis ou en Australie ou au Canada. Est-ce que vous comprenez? Donc la Russie est déjà... Parce que l'OTAN refuse de déclencher une guerre officielle avec tous ses moyens. La Russie aussi n'utilise pas tous ses moyens. Non? Est-ce que vous voyez la Russie utiliser tous ses moyens? Mais il y a des navires russes qui parcourent la Méditerranée, qui parcourent l'océan Atlantique à travers le monde. Pendant ce temps, la Russie est en train de faire une opération spéciale. Donc, les navires russes qui sont sur la mer du globe, mais ce sont des marins qui sont là-bas, ce sont des soldats. Ils sont faits pour aller au front. Mais puisque la Russie n'est pas encore dans une guerre globale avec l'OTAN, mais elle se donne le temps d'envoyer ses marins, ses sous-marins, ses trucs. Est-ce que tous les sous-marins, la Russie a presque au moins 80 sous-marins. Vous le savez quand même. Entre 80 et... Non, oui, 80 sous-marins. Mais dans ces sous-marins-là,
il y a des humains. Ce sont des marins qui sont là-bas. Mais tous ces sous-marins-là sont dans l'eau. Sont dans l'eau. Donc, la Russie n'est pas dans une guerre globale. Elle n'utilise pas toutes ces armes dont elle dispose pour anéantir l'Ukraine. La Russie a au moins 4 000 à 5 000 avions. Vous voyez 100 avions attaquer l'Ukraine en même temps. Elle n'utilise même pas 100 avions pour aller en Ukraine et bombarder l'Ukraine en une journée pour dire, bon, on va faire découler 200 avions pour lancer des trucs, des tapis de bombes sur l'Ukraine pour faire fuir les soldats. La Russie ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Ces avions sont garés, sont trucs, comment on appelle ça, je dis garés, sont stationnés sur leurs différents tamacs, leurs différents aérodromes et tout. Donc voilà un peu. Ne pensez pas que la Russie utilise toute sa force militaire. Donc ceux qui pensent que l'OTAN va battre la Russie facilement, n'oubliez pas que l'OTAN est une coalition. L'OTAN, là, c'est une coalition. Aucun pays membre de l'OTAN ne peut lever le doigt pour dire, moi seul, je vais battre la Russie. Mais si on veut parler de fédération, mais l'Amérique aussi est une fédération, puisque les États-Unis d'Amérique, c'est 50 États. 51 ou 50 États. Donc, ça veut dire que ce sont des États qui se sont mis ensemble pour créer l'Amérique. Ce n'est pas un seul pays. C'est au moins 50 pays qui forment les États-Unis. On dit les États. Un État, deux États. Donc, plusieurs États qui se sont unis. Donc, dans l'OTAN, là, il y a aussi des fédérations. L'Allemagne est une fédération. Donc, il y a plusieurs sortes de fédérations. Et donc, c'est la coalition des fédérations plus des pays qui forment l'OTAN. Et ils font face à un seul pays. Et ils n'ont pas honte. Ils disent non, l'OTAN est fort. Mais parler individuellement pour dire, moi, je suis fort que la Russie. L'Amérique devrait se taper la poitrine pour dire, nous seuls, on est forts. Plus que la Russie, nous seuls, on peut battre les Russes. Maintenant, l'OTAN, ça, c'est une honte. Et donc, ceux qui disent ils sont des trucs, des spécialistes, pour comparer la Russie, ils ne devraient même pas comparer la Russie à l'OTAN, puisque c'est une honte de parler de façon générale pour dire non, notre coalition est plus forte. Non, 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 il ne faut pas parler de coalition, on parle de toi seul. Si tu es plus fort que la Russie, il faut dire moi seul, je suis fort. Mais quand ils parlent de coalition et ils se tapent la poitrine, ces pays-là, à cause de l'OTAN, ils font ça. Mais ils pensent qu'ils peuvent battre la Russie et ses alliés. Non, la Russie seule vous fait face. Je dis bien la Russie seule. Sans aucun allié, mais vous avez du mal à chasser les Russes dans le Donbass. Et au contraire, ils reprennent du terrain avec tout ce que vous envoyez là-bas, vos matos, tout ça, renseignements, tous les moyens, des milliards qui pleuvent. Mais vous ne parvenez pas à chasser les Russes de l'Ukraine. Et si les alliés de la Russie s'ajoutent sur la Russie, vous allez dire quoi? Vous allez crier dans les secondes, dans les minutes qui suivent, non, on veut négocier, parce que vous ne pouvez pas tenir la cadence. Ah, 52 États, merci. Donc les États-Unis, c'est 52 États. Vous comprenez? C'est 52 États. Et je tiens à vous dire que si les États-Unis, si c'est eux qui faisaient face à l'Ukraine, on inverse les rôles. Imaginons que les États-Unis sont les voisins de l'Ukraine et que c'est eux qui lançaient une offensive sur l'Ukraine et que la Fédération de Russie dit, bon, nous, on va aider les Ukrainiens. Tous les Européens mobilisés, ils disent, non, on va aider les Ukrainiens. On ne peut pas les laisser tomber. On va leur donner des armes, des renseignements. Même si on veut, on envoie des mercenaires. Vous pensez que les Américains vont battre les Ukrainiens? Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Tellement ils pourront pas les vaincre, ils vont vouloir utiliser l'arme nucléaire. Et on les a vus dans le passé. Quand ils n'arrivent pas à battre, même en Corée du Nord, la guerre de la Corée, ils voulaient utiliser l'arme nucléaire parce qu'ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas. Quand les Chinois sont rentrés dans la danse, ils ont commencé à chuter les Américains, à leur donner une bonne fessée. Ils ont commencé à dire non, il faut larguer une bombe atomique sur la Corée. Est-ce que vous avez compris? À chaque fois
qui rentrent dans un pays et que ce pays leur chute truc les fesses, c'est bombes atomiques qu'ils cherchent en fait. Donc, ceux qui ont été les premiers à utiliser l'arme atomique, ce sont les Américains. Ceux qui ont été les premiers à menacer un pays de vouloir utiliser l'arme atomique, ce sont les Américains. Parce qu'ils ont menacé la Corée du Nord de la détruire. L'URSS avait fait comprendre aux États-Unis que si vous frappez la Corée du Nord avec une arme atomique et que les trucs arrivent en Russie, la Russie sera, l'URSS sera dans l'obligation de riposter. C'est ce qui les a empêchés en fait. Pour dire, mais s'il a eu une bombe atomique et que c'était Staline qui était là, Joseph Staline, lui aussi, c'était un fou. Il a dit, si vous avez eu une bombe atomique en Corée du Nord et que les trucs, comment on appelle ça, les substances, la fumée, les trucs traversent les frontières pour aller tuer des Russes de l'autre côté, l'URSS aussi va aussi riposter et ça sera une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Et c'est ce qui avait poussé les dirigeants américains à faire attention pour dire non, non, il ne faut pas utiliser la bombe atomique parce qu'il y a deux pays qui sont à côté, la Chine et la Russie, l'URSS, et c'est très sensible parce que si on utilise l'arme nucléaire là, c'est pas bon. On risque de déclencher une guerre nucléaire entre grandes puissances. Voilà pourquoi ils avaient abandonné cette idée de d'arme nucléaire et ils ont dit bon, on veut négocier. Et ils ont été toujours comme ça. Quand les Japonais les chutaient, hein, et puis je tiens à vous dire, l'Amérique n'allait jamais battre le Japon si l'URSS n'était pas rentré aussi en guerre contre le Japon. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Donc le Japon faisait face à deux grandes puissances à la fois. Parce que les îles Kuriles dont réclame le Japon aujourd'hui, Staline était en train de mener une offensive de ce côté-là pour prendre ces îles japonaises. Est-ce que vous comprenez? Et l'URSS était proche d'atteindre Tokyo, c'est-à-dire la capitale japonaise. Les Américains, eux aussi, de leur côté, ils avaient déclenché des offensives de l'autre côté. Et donc, pour éviter que l'URSS rentre premièrement à Tokyo, ils ont utilisé l'arme nucléaire pour pousser les Japonais à signer. Parce que leur objectif, c'était de mettre la main sur le Japon. Or, si Staline rentrait premièrement à Tokyo, c'est lui qui allait contrôler le Japon. Et les Américains ne voulaient pas ça. Ils étaient obligés d'utiliser l'arme nucléaire parce que s'ils voulaient rentrer là-bas de façon légale, sans l'arme nucléaire, ils n'allaient pas pouvoir. L'URSS allait rentrer là-dedans. Et donc, c'est suite à ces deux bombes que l'URSS a arrêté son offensive. Les Américains ont arrêté, ils ont négocié. Et bon, ils ont trouvé une entente. L'URSS a pris les îles Kuriles et les Américains ont pris le Japon. Ils ont dit, bon, on va installer nos bases ici pour contrôler le Japon, pour ne plus que le Japon se militarise. Voilà comment cela est arrivé. Sinon, si l'URSS ne lançait pas une offensive de l'autre côté, les Japonais allaient se battre face aux Américains jusqu'au bout. Et les Américains n'allaient pas pouvoir les mater, sauf aussi ils utilisaient leurs bombes atomiques qu'ils avaient utilisées. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qui s'était passé. De la manière, face à l'Allemagne, il y avait l'URSS et puis du côté de l'Ouest, il y avait la France et ses alliés qui attaquaient l'Allemagne. C'était comme ça, face au Japon. Il faudrait que les gens le comprennent. L'Amérique n'a jamais gagné une guerre face à un pays qui est fort. Et l'Ukraine, ce n'est pas un petit pays. Hein. Ce n'est pas la Libye, ce n'est pas l'Irak. Mais l'Ukraine est une puissance qui fabriquait des armes, qui vendait des armes à la Chine. Est-ce que vous le savez? Avant cette opération spéciale, l'Ukraine vendait certaines technologies à la Chine, dont la Chine avait besoin. Est-ce que la Libye vendait des technologies à la Chine? L'Irak vendait quelle technologie à la Chine? Et l'Ukraine vendait certaines technologies à l'Europe, vous le savez? C'est-à-dire la fabrication des trucs, des moteurs d'avion. Les gros avions là, de transport militaire. L'Ukraine, qui avait cette spécialité, donnait cette technologie aux Occidentaux pour leur permettre de fabriquer des avions. L'Ukraine vendait certains moteurs de trucs de fusée aux Américains parce que les Américains, les Ukrainiens ont reçu ce savoir-faire de la part de l'Union soviétique.
Donc, ils vendaient certains moteurs de fusée. Donc, les Américains payaient des moteurs de fusée en Ukraine et en Russie. Vous le savez au moins. Donc, l'Ukraine n'est pas un petit pays. L'Ukraine est un pays qui fabrique ses propres missiles balistiques. Quand on parle du Toshka-U, ce sont des missiles balistiques qui peuvent frapper à 500 km ou à 265 km. L'Ukraine est un pays qui fabrique ses propres systèmes de défense anti-aérienne. D'ailleurs, ils ont réclamé une partie de leur système de défense, Buk M1 ou M2, là, qu'ils avaient donné à la Géorgie a refusé. Et l'Ukraine donnait ses armes à plusieurs pays. L'Ukraine vendait des armes à des pays africains. Oui, allez-y demander à certains pays africains. L'Ukraine fabriquait des chars de guerre, des armes et tout. Donc, c'est pas un pays. Et puis, c'est le plus grand pays, en dehors de la Russie, hein, c'est le plus grand pays en Europe, en fait, l'Ukraine. C'est le plus grand pays en Europe, hormis la Russie. Donc, c'est pas un petit morceau. Même si on dit aux Français d'envahir l'Ukraine, ils ne peuvent même pas. La France ne peut même pas envahir l'Ukraine. Une semaine, et puis ils vont botter les trucs, on les fesses aux Français, ils vont fuir. La queue entre les jambes. Parce que leur puissance, on ne leur permet pas. Ils ont combien de chars? 250 chars dans leur réserve. Oh, là, on cherche des milliers de chars. Donc, un pays qui a 250 chars, qui va s'hasarder à rentrer en Ukraine, ce pays va se faire botter les fesses vite fait. Parce que les chars de guerre que les Ukrainiens ont, ça dépasse même les chars de guerre français. Ils ont dit pour faire face à la Russie, ils ont besoin de 500 chars. Est-ce que vous comprenez même? 500 chars, plusieurs sortes d'artillerie. Oh, la France là, dispose de 250 chars uniquement. Ça veut dire s'ils donnent ces 250 chars là aux Ukrainiens, les Ukrainiens ne peuvent rien faire avec face aux Russes. Je tiens à vous dire, avant cette opération spéciale, la Russie avait hérité de l'Union soviétique 20 000 chars. Est-ce que c'est le pays qui a plus de chars au monde, la Russie? 20 000 chars. Donc ceux qui disent les Russes n'ont plus de chars, mais c'est du n'importe quoi. Ils disposaient de 20 000 chars. Maintenant, ceux qui disent, bon, ce sont des chars qui datent de l'Union soviétique. Non, ces chars ont été modernisés. Et donc, ces chars-là, c'est-à-dire, ça a été fabriqué, certes, dans les années 60, dans les années 70. Mais quand on dit modernisé, ça veut dire qu'ils ont changé beaucoup de choses. Ils ont mis d'autres options dans ces chars. Et ils ont renforcé le blindage. Donc, on dit modernisé. Cela ne veut pas dire, depuis qu'ils ont conçu ces chars dans les années 60, ils n'ont plus touché à ça jusqu'à, c'est aujourd'hui, en 2022 ou bien 2023, que ces chars ont été allumés ou bien démarrés. On dit allez-y. Non, non, ce sont des chars qui ont été modernisés. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, quand on dit c'est vieux, oui, de la manière ça a été fabriqué, la façon dont ça a été fabriqué, c'était dans les années 60-70. Mais les chars ont été modernisés. Modernisés, c'est-à-dire on ne change pas le dessin, mais on change des options. Vision de nuit, vision optique, l'électronique, tout ça, hein, guidage de tir, on règle tout ça et on renforce un peu les défenses des trucs de ces chars et tout. Donc c'est ce qu'on appelle la modernisation des chars. Est-ce que vous comprenez? Oui, l'Ukraine est plus grand que la France. Donc voilà un peu ce que les gens ne savent pas. Et je tiens à vous faire comprendre. À Soledar, je ne comprends pas l'armée ukrainienne en fait. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand les journalistes disent non, Soledar, c'est pour remonter le moral à la Russie et à l'armée russe, mais que Soledar n'est pas une ville stratégique, c'est du n'importe quoi. Depuis Soledar, les Russes auront accès à Kramatorsk. Est-ce que vous comprenez? Kramatorsk, c'est-à-dire il y a une autoroute qui quitte à Soledar direct à Kramatorsk. Donc de Soledar, là, il y a une grande autoroute qui va à Kramatorsk. Et c'est pas loin. Kramatorsk n'est pas loin de Soledar. Si vous voyez que les Ukrainiens et l'OTAN ne veulent pas laisser Bakhmut et Soledar, ils sont prêts. Parce que d'après mes informations, à Soledar, les Ukrainiens ont perdu au moins 25 000 hommes. 25 000 militaires. Depuis, ça fait 4 mois que ça se passait là. Ils ont perdu 25 000 hommes.
Quand tel bataillon est anéanti, ils envoient des réservistes, ils envoient. Tellement ils ont envoyé jusqu'à les gens qu'ils avaient préparés, les réservistes qu'ils avaient préparés pour lancer des offensives dans d'autres endroits, ils étaient obligés de les prendre pour les envoyer à Soledar et à Bakhmut. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les Russes aillent jusqu'à Kramatorsk. Parce que s'ils arrivent là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a le Dniepr qui passe là, l'eau. Il y a l'eau, la rivière qui passe un truc à Kherson. Cette eau-là passe là-bas. Donc si les Russes prennent Kramatorsk, ça sera difficile pour les Ukrainiens de lancer une offensive pour libérer Kramatorsk. Puisque pour venir dans la ville, il faut maintenant traverser des ponts ou bien passer dans l'eau, dans le Dniepr. Et donc, du coup, ça va être difficile pour les Ukrainiens. Et donc, à cette allure, l'Ukraine sera dans l'obligation de dire, bon, on veut négocier, parce que Kramatorsk et puis Kiev, ce n'est plus trop loin. Et donc, du coup, voilà pourquoi ils mettent le paquet. Ils sont 800 trucs militaires. Les Ukrainiens sont là-bas, ils sont entourés, ils se sont fait prisonniers à Kramatorsk. Ça y est, les soldats russes les entourent. Et ils sont au milieu dans la ville. Mais la ville est déjà encerclée. Et dans ces soldats, il y a les Anglais, les Américains, les trucs, les Français, les Allemands, les Polonais et tout. Les Géorgiens, les Lituaniens. Tout ce que vous pouvez imaginer. Tous les mercenaires sont là-bas. Ils sont 800. Zelensky demande une négociation de la part de la Turquie pour des actions humanitaires, c'est-à-dire actions humanitaires, c'est-à-dire demander à l'armée russe de laisser ses militaires sortir de Soledar, de la manière qu'ils avaient fait pour Mariupol. On dit, bon, l'ONU intervient ou bien Amnesty International pour dire, bon, pour des actions humanitaires, il faut laisser les militaires sortir. Donc, j'ai appris que Zelensky demande à la Turquie d'intervenir pour trouver un consensus pour qu'il y ait des actions humanitaires à ce que les 800 militaires qui sont dans la ville de Soledar puissent être évacués en fait. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Ils le font tout simplement parce que ils avaient tellement confiance en leur défense entre Bakhmut et Soledar, ainsi que Seversk plutôt. C'est une ville qui est à côté aussi, Seversk, parce que de Soledar, ça donne, parce que c'est de Soledar, ils alimentaient Seversk. Mais comme cette route est bloquée, donc la ville de Seversk ne va plus être alimentée en armement et consorts. Et donc les Russes peuvent aussi aller à Seversk pour dire, bon, on veut libérer cette ville. Et Soledar qui est entouré, ça fait qu'au nord de Bakhmut, il n'y a plus de renfort qui va quitter vers Kramatorsk pour alimenter Bakhmut. Il n'y a qu'une seule voie pour alimenter Bakhmut, c'est du côté de Kherson. Et les Russes sont là remontés de ce côté-là pour fermer cette voie-là. Mais d'après mes sources, les commandants qui sont à Bakhmut, ils ont demandé à Zelensky que non, la ville ne peut pas être défendue jusqu'au bout. Et qu'ils veulent évacuer les militaires. Zelensky a dit non, pas question. Et qu'ils n'ont qu'à se battre dans cette ville. Et que cette ville est très importante. Et les pays membres de l'OTAN ont dit non, pas question. Cette ville doit être défendue. Pourquoi? Parce que si Bakhmut et Soledar tombent, il n'y a que Sloviansk et Kramatorsk. Donc Poutine va atteindre ses objectifs. Puisque c'était ses objectifs, le Donbass. Et s'il atteint ses objectifs, il y a maintenant l'eau, le Dniepr, qui fait maintenant barrage. Cette eau-là, pour traverser ça, pour attaquer encore les Russes, ça va être très difficile pour les Ukrainiens et les gens de l'OTAN. Donc pour passer, ils seront dans l'obligation de passer par Kharkiv. Or, les Russes vont renforcer cette défense pour empêcher les Ukrainiens de passer par là-bas, ainsi que les membres de l'OTAN. Et donc, du coup, ils disent aux Ukrainiens de défendre jusqu'au dernier Ukrainien. Sinon, à Soledar, là, pourquoi laisser des soldats se faire entourer? Pourquoi ne pas les évacuer? Ils disent non. Ce que Zelensky a fait, c'est un sacrifice pour permettre aux Ukrainiens de construire des nouvelles lignes de défense. Parce qu'ils avaient cru en leur ligne de défense de Soledar et de Bakhmut, qu'ils n'avaient pas fait de ligne de défense pour protéger Kramatorsk et Sloviansk, en fait. Et donc, s'ils laissaient ces villes tomber facilement, alors l'autoroute était déjà ouverte. Et donc, pendant qu'ils fixent les militaires russes là, ils se battent là,
d'autres s'en vont creuser d'autres lignes de défense, hein, en arrière. Et quand ils vont finir de creuser ces lignes de défense, ils vont fuir ces villes-là et ils vont dire, bon, on replie, on se replie. Et donc, quand les Russes vont arriver là où ils ont constitué encore des nouvelles lignes de défense, alors il y aura encore une autre bataille qui va se passer. L'objectif, c'est d'épuiser l'armée russe, en fait. Et c'est d'empêcher l'armée russe d'atteindre Sloviansk et Kramatorsk. Puisqu'ils pensaient que Soledar n'allait jamais être percé, parce que c'est depuis 2014 que l'OTAN et l'Ukraine ont préparé cette défense. Et à Soledar, il y a des tunnels de 200 km qui passent sous terre, profondeur de 100 mètres. Des vrais tunnels, on ne parle pas de trucs, ce sont des vrais tunnels. Et donc, pour les déloger là-bas, ça n'a pas été facile. Et ça fait depuis 8 ans qu'ils ont préparé cette ligne de défense. Et c'est pareil pour Bakhmut. Or, pour ceux qui ne savent pas, la ville de Soledar produisait 1 million de tonnes de sel. Donc, c'était le vrai sel pur. Et c'est l'Ukraine qui livrait ce sel aux Européens, en fait. Est-ce que vous comprenez? L'Ukraine livrait le vrai sel pur, sel qu'on met dans sauce. C'est dans la ville de Soledar que ce sel était produit et était livré en Europe. Donc, le fait de voir cette ville sous le contrôle russe, ça veut dire que le sel ne va plus venir en Europe. Donc, bientôt, en Europe, ici, on ne doit pas s'étonner de voir le prix du sel augmenter. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils disent que c'est le vrai sel pur, qui n'est pas, où il n'y a pas de microbes. Voilà. Donc, c'est l'Ukraine qui l'a livré. Et c'est à Soledar, ce sel était conçu, en fait. Mais maintenant, la Russie va prendre le contrôle de cette ville et c'est fini. Le sel ne va plus aller en Occident. Les Russes vont prendre plutôt ce sel pour envoyer ça en Asie. Et donc, ne nous étonnons pas de voir les jours à venir du sel devenir cher. Donc, voici un peu. Voici ce qui se passe, en fait. Voici ce qui se passe. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a un nouveau changement dans la tactique militaire russe. Gerasimov, c'est-à-dire le chef d'état-major, a été nommé celui qui doit mener les opérations spéciales en Russie. Pour une grande opération, d'après les informations russes, il y a une grande opération qui se prépare, donc il doit être le patron. Pourquoi ils l'ont nommé? Parce que moi, si je fais mes calculs, lui, il est normalement le chef d'état-major. Il connaît bien son armée, il connaît ses armes dont il dispose, et il est écouté par tous les autres généraux de la Russie. Et s'il parle, chacun va exécuter ses ordres. Mais par contre, Sorovikin, lui, on l'avait désigné pour mener les opérations. Mais s'il y a des jalousies entre eux, Sorovikin et ses homologues, s'ils donnent l'ordre, est-ce que les autres vont respecter ses ordres? Peut-être ils vont résister à ses ordres, ils vont refuser, ils vont dire mais lui il se prend pour qui? On a même grade là ici. Voilà, lui, voilà. Et puis ils ne vont pas vouloir respecter ses ordres. Donc, comme il y a une très grande offensive qui se prépare, il y a des armes qui arrivent toujours en Biélorussie parce que la Russie veut en découdre avec l'Ukraine. Et ça a été toujours comme ça dans l'histoire russe. Vous devez comprendre. Dans l'histoire russe, quand la Russie va quelque part, souvent, elle retarde les opérations. Elle pense qu'au début, c'est facile. Quand elle voit que ça devient compliqué, c'est là maintenant la Russie met le paquet pour découdre en même temps. Est-ce que vous comprenez? On a vu lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'URSS avait été attaqué par l'Allemagne, au début, les Russes, c'était pas trop ça. Ils ont reculé jusqu'à arriver au niveau de Moscou. Ils se sont préparés et ils ont lancé une grande contre-attaque. Et cette contre-attaque n'a pas été arrêtée jusqu'à ils sont arrivés à Berlin. C'est-à-dire ils ont traversé l'Ukraine, la Pologne, l'Autriche. Ils ont traversé tous ces pays pour atteindre Berlin, pour déloger celui qui avait provoqué l'URSS. Et donc c'est comme ça dans l'histoire russe. Vous allez comprendre.
à Grozny, en Tchétchénie. Au début, les Russes étaient partis là-bas, dans les années 99. Au début, ils ont fait, on dit, ah, ils ont perdu la guerre de Grozny. Quand ils sont revenus deuxième fois, là, ils n'ont pas joué. Hein. Ils ne se sont pas amusés. Ils ont rasé tout. Ils ont compris que non, ah, c'était du sérieux. Et que les Américains soutenaient les Tchétchènes. Ils ont maté tous ceux qui faisaient truc. Et ils ont maté la rébellion. Les rebelles étaient obligés de fuir pour aller ailleurs. Et c'est Poutine qui avait fait truc. Et c'est comme ça, ça s'était passé en Afghanistan. Au début, ils sont partis, ils voyaient que les Afghans résistaient et tout. Ils ont compris que non, c'était du sérieux. Et ils ont mis le paquet pour en découdre. Et c'est ce qui se passe en Ukraine. Ils sont partis, ils ont vu que ah, c'est du sérieux. Et que vous les voyez depuis là, ça fait truc qui disent rien. Ceux qui mènent les offensives, c'est Wagner. Ce n'est pas l'armée russe qui mène les opérations dans le Donbass. C'est Wagner. C'est Wagner qui fatigue l'armée de l'OTAN et puis Ukraine. Hein. C'est Wagner. Ils ont dit non, Wagner, c'était des gens qui n'étaient pas expérimentés, c'était des petits prisonniers. Non. C'est eux qui sont là chuter les fesses aux gens de l'OTAN qui se disent professionnels. Hein? L'armée de Zelensky, qu'on dit, ouais, c'est l'OTAN qui a formé ça. C'est une armée occidentale, professionnelle, qui dispose de tout. Mais non, ce sont ces faux prisonniers dont vous avez dénigré hier pour dire non, ils sont rien, ce sont des pauvres types. C'est eux qui sont là botter les fesses aux gens de l'OTAN, aux militaires que l'OTAN a formés, soi-disant. Que ce sont des militaires professionnels, ils ont la tactique occidentale. L'Ukraine est là. Combien de trucs 5e meilleure, quoi là 10e meilleure armée du monde ou quoi là. Mais ce sont les gens paramilitaires là qui sont là les mater là-bas. Et puis il crie, envoyez-nous des armes. C'est pas l'armée russe qui est là-bas. Surovikin a dit, non. Prigogine, il a dit que c'est Wagner qui est en train de mener les opérations à Soledar et à Bakhmut. Ce n'est pas l'armée régulière russe. Donc vous comprenez. Maintenant, il commence à respecter Wagner. C'est la première fois qu'un groupe paramilitaire combat une armée soutenue par des étrangers, des grandes puissances, et qu'un groupe paramilitaire réussit à prendre une ville en mentant. Je dis en mentant cette armée régulière. Même les Blackwater américains, ils n'ont jamais pris une ville soutenue par plusieurs pays pour dire leur groupe paramilitaire. Non, Wagner marque un coup. Et donc, quand ils disaient que non, Wagner a échoué, ce n'est pas une armée professionnelle, c'est ceux-là qui vont en Afrique pour faire truc. Désormais, ils ne vont plus parler de ça. Quand ils vont dire Wagner va dans un pays africain, quand ils vont parler, on dit mais c'est eux qui ont chuté l'armée soutenue par l'Occident en Ukraine là-bas. Qui ont chuté, qui leur ont chuté les fesses pour les dégager des Soledar et Bakhmut. Quand vous allez dire ça, ils ne vont plus parler. Ils vont se taire. Parce que là-bas, ce n'était pas les petits les petites armes de Kalachnikov. C'était des vraies armes. Des HIMARS, des des César, des drones. Mais malgré ça, ils ont maté tout. Donc, ce n'est pas en Afrique où les gens, les petits trucs, ils utilisent des Kalachnikov que Wagner ne peut pas mater. Donc, quand ils diront ça désormais, dites-leur que Wagner réussit à prendre des villes en Ukraine où se trouvent les César, les HIMARS, les drones, ou bien des je ne sais pas quoi là, des chars occidentaux. Mais malgré ça, ils arrivent à les dégager et à libérer ces villes. Donc, ce n'est pas en Afrique que Wagner ne peut pas libérer certains pays africains qui sont envahis par des voyous. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu. Oui, la Russie, c'est un pays. Hein. Si ce n'était pas la Russie, si c'était un autre pays, mais il y a longtemps, ce pays allait cesser. Parce qu'ils ont déclaré la guerre à la Russie sur tous les fronts. Guerre économique, ils ont voulu détruire la Russie, des sabotages. Donc, la Russie mène la guerre sur plusieurs fronts. Dans le domaine du renseignement, parce qu'ils ont voulu détruire les infrastructures russes en posant des bombes partout, à l'aide de leur service de renseignement pour soulever des gens au sein de la Russie pour saboter des intérêts vitaux de la Russie. Mais les services de renseignement russes travaillent à longueur de journée pour identifier les infiltrés, pour les arrêter et éviter ceux-là de faire des sabotages de grande envergure.
Donc, il y a la guerre du renseignement au sein même de la Russie pour empêcher des traîtres d'exécuter l'ordre qui vient, des ordres qui viennent d'ailleurs. Et les Occidentaux ont voulu faire ça. Ils ont réussi certains coups, mais les Russes ont arrêté beaucoup d'infiltrés, beaucoup de traîtres. Est-ce que vous comprenez? Et sur la guerre économique, ils ont réussi à amortir le choc. Bon, quelle guerre ils leur ont déclaré encore? Mais il y a la guerre militaire, la guerre de l'information, la guerre des médias. Donc, il y a la guerre économique. Donc, si la Russie n'était pas un pays puissant, je vous le dis, la Russie allait s'écrouler. Les alliés de la Russie ne sont même pas encore entrés dans la danse. C'est elle seule qui amortit tous ces coups. Maintenant, si ces alliés rentrent en action, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? L'Occident tient du côté énergétique à cause de l'Azerbaïdjan ou bien le Kazakhstan. Mais le Kazakhstan, c'est un allié de la Russie. Si ça pète, les Russes peuvent couper tout ça. Et donc, l'Occident va avoir du mal, avoir de l'énergie. Donc, vous comprenez, il y a assez de trucs qui sont en jeu, mais bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne nuit. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Je vous souhaite une très bonne nuit et passez, voilà, une très bonne nuit. Que Dieu bénisse chacun de nous. On est ensemble. Ciao.